nous voudrions, d'entrée de jeu, nous livrer à une petite sémantique du terme proposé par les organisateurs du présent symposium. Les unions libres et leur impact sur la famille. Le mot impact signifie l'ensemble de répercussions de quelque chose sur un autre. Et ou bien aussi un choc produit par un corps qui heurte un autre. Le terme répercussion vient du verbe latin percutere et veut dire frapper, heurter violemment. Il fait penser à une confrontation entre deux réalités, en l'occurrence les unions libres et la famille fondée sur le mariage. Notre intervention comportera 3 chapitres. Dans le premier, nous parlerons du mariage et de la famille. Dans le second, nous parlerons des unions libres. Et enfin, dans le troisième chapitre, nous parlerons de l'impact des unions libres et des pistes de solutions. Famille et mariage, premier chapitre. Généralité. Le mot famille vient du latin familia. Ce mot est polysémique en ce sens qu'on l'emploie aussi en dehors de la société humaine. Ainsi, en botanique et en zoologie, il est employé pour désigner l'espèce à laquelle appartient une plante ou un animal. On dirait par exemple que le lion est de la famille des félidés, que toutes les plantes de la nature des herbes sont des herbacées. Mais d'un point de vue anthropologique qui nous intéresse particulièrement ici, la famille désigne des habitants d'une maison ou aussi une société de personnes liées entre elles par le rapport de parenté. La famille est une réalité anthropologique universelle. L'être humain naît, vit et finit sa vie en famille. Et cette vérité universelle, elle est constatable partout. La famille naît du mariage. Le mariage est dérivé du verbe latin maritare, qui signifie unir par le lien du mariage, qui se définit comme l'union légitime d'un homme et d'une femme en vue de fonder un foyer. C'est l'acte accompli par un homme et par une femme qui décident de s'unir légalement. C'est aussi la situation qui résulte de cet acte. Retenons alors quelques caractéristiques universelles du mariage. Le mariage est une union naturelle dont l'homme éprouve spontanément le besoin profond qui l'incline vers un état de vie d'intimité avec l'autre sexe. Le mariage est une union exclusivement réservée entre les êtres humains. Il est authentiquement hétérosexuel. Il implique un homme et une femme. Il est une union légitime, c'est-à-dire c'est fait dans le respect d'une échelle de valeurs et de normes reconnues par l'ensemble de la société. Il est un engagement mutuel entre un homme et une femme qui, dans un élan
dans un élan d'amour réciproque, décident de s'unir dans un projet commun de vie. Il est aussi un engagement envers les différentes communautés dont leur couple devient membre à part entière. La société, l'État, l'Église. La fin du mariage est de fonder une famille et de participer à la croissance de sa société. Cette union est voulue stable et durable pour le bien des époux, de leurs enfants et de toute la société. Vu leur importance, le mariage et la famille sont considérés partout comme des piliers de la société et une institution. Le mariage a un caractère communautaire, universel, avéré. Et cette union s'est faite par un acte constitutif, le consentement ou la dot, qui consacre la naissance du nouveau foyer et public et fixé par la société, légiféré par la société. Deuxièmement, la famille et le mariage selon le magistère de l'Église. La réalité naturelle du mariage est prise en considération par l'Église. L'Église considère le couple humain comme l'expression première de la communion des personnes et la famille comme le premier lieu de l'humanisation de la personne et de la société, et aussi le berceau de la vie et de l'amour. Première société naturelle, la famille est titulaire de droits propres et originels. L'Église considère qu'aucun pouvoir ne peut abolir le droit naturel au mariage, ni modifier ses caractères et ses finalités. Le fondement de la famille réside dans le mariage, une union intime et complémentaire d'un homme et d'une femme décidés de s'unir dans le respect des significations et des valeurs propres à cette institution qui ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu lui-même. Le mariage est une institution naturelle, établie par un lien indissoluble, et la famille est bien plus qu'une simple unité juridique, sociologique ou économique. Elle constitue une communauté d'amour et de solidarité dont la mission est de transmettre la vie et des valeurs culturelles, éthiques, sociales, spirituelles et religieuses essentielles au développement et au bien-être de ses propres membres et de la société tout entière. La famille et la société sont unies entre elles par des liens organiques et vitaux et assument des rôles complémentaires pour défendre et promouvoir le bien de toute l'humanité et de chaque personne. L'expérience de tout le peuple prouve que la famille fondée sur le mariage est un bien irremplaçable pour la personne et pour la société tout entière. Raison pour laquelle l'État et les organisations internationales doivent protéger la famille par des mesures politiques, économiques, sociales et juridiques ayant pour but de renforcer l'unité et la stabilité de la famille afin qu'elle puisse bien exercer sa fonction spécifique. De son côté, la hiérarchie de l'Église a proposé même une charte des droits de la famille que nous pouvons trouver dans Familiaris Consortium. Deuxième chapitre, union libre, les unions libres. Remarquons d'emblée qu'il est juste d'utiliser le pluriel quand il s'agit de ce type d'union. Il y a bel et bien pluralité d'unions libres. Le dénominateur commun de ces unions libres consiste dans leur caractère infractionnel. Les unions libres sont une infraction à la conception du mariage universellement partagée. En effet, à la lumière de la raison humaine, nous avons vu que, partant des fondements anthropologiques,
Le mariage, réalité naturelle, universelle, est défini comme l'union légitime d'un homme et d'une femme en vue de fonder un foyer. Cet acte accompli par un homme et une femme qui décident de s'unir est une institution divino-naturelle et humaine qui possède ses lois, ses valeurs et ses significations propres que la société d'État protège. Toutes les unions libres violent les dispositions légales de l'institution matrimoniale. En dehors de cette caractéristique commune, les unions libres présentent aussi des différences qui s'avèrent parfois profondes les unes des autres. Nous subdivisons les unions libres en deux catégories. Dans la première, nous regroupons tous les pratiquants ou adeptes des unions des faits. Dans la deuxième, nous classons tous les adeptes des courants contestataires de l'institution matrimoniale. 1. Les pratiquants ou adeptes des unions des faits. On peut définir l'union des faits comme une union résultant d'un fait accompli. Et le fait accompli est une situation causée par une action achevée qu'on ne peut plus annuler. On retrouve dans cette catégorie des personnes qui, généralement, et au fond d'elles-mêmes, ne remettent pas en question la famille fondée sur le mariage. Mais la plupart y aspirent même, mais se sentent empêchés matériellement, psychologiquement ou idéologiquement. Empêchement d'ordre matériel, c'est-à-dire économique. Cet obstacle se rencontre surtout en Afrique contemporaine. La civilisation occidentale y a introduit une culture mercantile, surtout dans les centres urbains. Le choc de civilisation qui a été aggravé par la crise économique, entraînant la dépravation des us et coutumes, a un effet corrosif sur l'institution matrimoniale. La dot qui jadis avait une valeur purement symbolique est devenue un fonds de commerce soumise à la cupidité et à l'arbitraire des parents. Pour surmonter cet obstacle, beaucoup de requérants recourent à la cohabitation. Empêchement d'ordre psychologique. Les personnes de cette catégorie vivent sur tous les continents. Ce sont des personnes généralement aigries et déçues à la suite d'un divorce antérieur ou d'une expérience négative des autres. Elles optent alors pour la cohabitation qui ne comporte aucun engagement. Empêchement d'ordre idéologique. Ces derniers cas est plus fréquent en Occident qu'ailleurs. Il s'agit des personnes qui, au nom de leurs convictions idéologiques, refusent toutes sortes de contraintes imposées par quelque autorité. Elles rejettent tout ce qui implique une certaine responsabilité et préfèrent une cohabitation qui ne comporte aucun droit ni aucun devoir matrimonial. Deuxièmement, les adeptes de courants contestataires. Cette catégorie se subdivise aussi en deux groupes. Les partisans du mariage sous toutes les formes et les radicaux. Les partisans du mariage et de la famille sous toutes les formes. Les personnes qui soutiennent ce courant appartiennent principalement à l'ère culturelle occidentale. Elles sont des membres du mouvement dit féminisme du genre et du mouvement gay, homosexuel. Le féminisme est un mouvement militant visant à accroître le rôle et à revendiquer l'égalité des droits et des femmes avec les hommes dans la société. Le féminisme recevra l'impulsion du concept gender, en français genre, apparu pour la première fois aux États-Unis en 1955, grâce aux études du psychologue et sexologue John Money, voulant savoir s'il y avait un lien nécessaire entre le sexe biologique d'une personne,
avec son rôle social. Sa conclusion va révéler que l'identité sexuelle ne coïncide pas nécessairement avec le rôle social de l'individu. Depuis lors, la théorie du gender devient l'objet d'études dans les universités américaines. Ces études sont récupérées par les féministes. En France, Simone de Beauvoir déclare « On ne naît pas femme, on le devient » dans son livre « Le deuxième sexe ». Pour elle, la famille, le mariage et la maternité sont sources de l'oppression et de la dépendance féminine. Monique Wittig, leader du mouvement lesbien français, relie explicitement la théorie du gender aux revendications homosexuelles. Ainsi, l'alliance est conclue entre les théoriciens féministes et homosexuels. Et cette alliance naîtra l'idéologie du genre caractérisée par sa volonté de dépasser la biologie, c'est-à-dire de nier tout ce qui est naturel, par la socialisation. Pour eux, le genre n'a aucun rapport avec le rôle social, d'où il faut prôner la liberté de choisir son sexe et son rôle social, la forme de mariage ou de famille. Ils revendiquent la liberté et la tolérance. Les radicaux. Les radicaux sont des théoriciens du genre, adeptes des interprétations homosexuelles et transsexuelles de la théorie du genre. Ils se radicalisent et lancent la théorie du queer. Ce mot anglais veut dire louche, étrange. C'est donc une rébellion. Il est choisi pour signifier ce qui est en conflit avec le normal, le légitime, le dominant. Selon la théorie queer, l'identité sexuelle et les actes sexuels eux-mêmes sont des constructions sociales. Ainsi, l'orientation sexuelle ne serait ni naturelle, ni essentielle à l'individu. La théorie queer ne vise plus ni l'égalité, ni la tolérance, mais la destruction identitaire, l'élimination des sexes. On ne parle plus de sexe. L'objectif n'est pas seulement la destruction du sujet, mais aussi la destruction de l'ordre social. Il est donc sociopolitique. C'est pourquoi la révolution queer s'attaque aux piliers de l'ordre hétéronormatif, c'est-à-dire la société basée sur l'hétérosexualité. Il s'attaque à la famille, à l'école, à l'église, à l'État qu'il faut supprimer purement et simplement. Cette révolution vise à aboutir à la phase du post-genre et de la post-humanité. C'est la phase de la fin de la culture du genre masculin-féminin. On n'en parle plus dans le monde entier. La reproduction alors de l'espèce humaine se fera par la reproduction artificielle. On invente des couveuses où on va stocker des spermes et des ovules pour créer des êtres humains. Ainsi, les êtres qui sortiront de là n'auront plus de parents qui leur parleront de leur sexe. Passons maintenant au troisième chapitre, l'impact des unions libres et de pistes de solutions. Les effets des unions libres sur la famille fondée sur le mariage apparaissent plutôt comme des méfaits, non seulement pour l'institution matrimoniale, mais aussi pour les individus et pour la société. Il est évident que la crise de l'institution matrimoniale est générale. Mais il faut aussi reconnaître que cette crise est moins marquante là où les traditions familiales sont restées fortes. Il faut donc faire à ce niveau la différence entre... Merci. Il faut faire à ce niveau la différence entre l'Occident et l'Afrique. La crise en Occident
La société occidentale actuelle est un produit de la modernité. Celle-ci est la civilisation qui remonte à la révolution culturelle appelée la Renaissance, 15e et 16e siècle. La Renaissance est une rupture avec l'ordre ancien, le Moyen-Âge, dominé par la civilisation chrétienne. La modernité est une remise en question des fondements et des valeurs de la société médiévale. La personne humaine est remplacée par l'individu. L'individu est un être qui ne vit plus en communauté fondée sur l'amour, mais en société basée sur le droit. Ainsi, l'État perd son caractère communautaire et sera fondé sur le contrat social. Les citoyens sont des contractants. Pensez ici au fameux livre de Jean-Jacques Rousseau, le contrat social. Il n'est plus une réalité naturelle. L'État n'est plus une réalité naturelle inhérente à la nature humaine. Il en sera malheureusement ainsi du mariage dont le caractère anthropologique naturel sera éclipsé par le caractère contractuel. En Occident, le mariage, c'est un contrat. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, avec la théorie de Queer, on ne parle même plus d'amour entre deux personnes. On parle plutôt du plaisir sexuel. On ne parle plus de fiancés, on parle tout simplement de copains, copines, on ne parle plus de mariés, époux, épouse, on parle de compagnes et de compagnons. C'est significatif. L'homme moderne est un individu, autrement dit un être seul qui revendique son indépendance vis-à-vis de Dieu et de la communauté. La société moderne est une société laïque, celle qui se veut indépendante de toute autorité religieuse. Et au fil du temps, elle deviendra même hostile à la religion et à l'Église. D'où la rupture entre la culture et la foi. Celle-ci sera reléguée à la sphère privée. La société individualiste accorde le primat à l'individu et fait de lui le centre de toute interprétation. Il opposera à Dieu, donc l'individu opposera à Dieu le libre arbitre et à la communauté le libre choix. Le mariage perd dès lors son caractère religieux et communautaire et dépendra de la fantaisie des individus qui vont lui préférer des unions passagères, les dédouanant de toute responsabilité civique et ecclésiale. L'amour fondement du mariage est remplacé par le plaisir sexuel. Il s'ensuit non seulement une dévalorisation de l'institution matrimoniale, mais aussi une dégradation anthropologique de l'être humain. L'homme se ravale à une sexualité pure et pauvre. Si les animaux s'accouplent au hasard de leur rencontre et sous l'impulsion de l'instinct, les hommes qui se marient recherchent sous l'impulsion de l'amour la stabilité de leur union et un bien commun qui transcende leur intérêt individuel. Ces unions, les unions donc libres, n'offrent aucun avenir et ne visent aucun bien communautaire. La crise en Afrique. La situation en Afrique est différente du fait de la particularité de son histoire et de sa culture. En Occident, la crise est enracinée dans la culture individualiste et laïque. Ces deux caractéristiques culturelles des Occidentaux sont diamétralement opposées aux valeurs culturelles des peuples africains. Nous, les Africains, nous avons dans notre culture deux valeurs qui s'opposent à l'individualisme des Occidentaux et à leur athéisme. L'Africain est une personne humaine et non pas un individu. Il vit en relation avec Dieu, avec la société et avec la nature. C'est ainsi que chez les Africains, un individu, c'est un scandale. L'homme trouve plutôt sa sécurité dans la communauté. Les Occidentaux disent l'enfer, c'est les autres. Mais l'Africain dit les autres, c'est la condition de mon bonheur et ma sécurité. Et l'Africain est profondément religieux. Et l'acte du mariage, la cérémonie du mariage est profondément religieux.
on se réfère aux anciens parce que le mariage est un héritage qu'on a reçu donc des anciens et on ne peut pas les exclure, les excommunier de leur propre héritage. L'athéisme est un scandale. Comment un homme peut dire que Dieu n'existe pas, que lui seul existe? Alors, je vais essayer maintenant de faire bref parce qu'on me presse. Je vais faire bref, vous direz vous-même le reste dans les actes qui seront certainement publiés comme d'habitude. Alors, je dis ceci, même si nous constatons que en Afrique, la crise n'est pas de même teneur, de même nature qu'en Europe, nous devons toutefois prendre au sérieux, très au sérieux, la menace qui plane sur le mariage et la famille. Parce que de l'autre côté, ceux qui sont au centre des décisions du monde, ceux qui dirigent ce monde, mettent de grands moyens pour arriver à plier tout le monde. Ils ont réussi à corrompre le gouvernant de leur pays là au nord. Vous voyez vous-même aujourd'hui en Europe, la plupart de ceux qui dirigent là-bas appartiennent au courant des gens. Vous voyez des homosexuels, des transsexuels, etc. Et on applaudit tout cela. Vous voyez comment on a organisé toute une cérémonie sur la place publique avec tous les gouvernants pour applaudir l'avortement. Ce qui est contraire à nos us et coutumes. Donc soyons sérieux, nous devons nous organiser. Alors il faut lancer une mobilisation générale pour lancer la riposte, la contrefaçade. La mobilisation générale doit comporter d'abord toute l'Église, dans toutes ses structures, la famille, la communauté ecclésiale de base, l'école, la catéchèse, le milieu socio-politique, tout le monde doit être impliqué dans cette mobilisation. C'est maintenant vraiment qu'il faut lancer le mouvement du recours à l'authenticité. C'est maintenant. C'est important. Alors, il faut aussi associer dans ces combats le dialogue écuménique. Nous devons sensibiliser nos frères chrétiens qui sont des autres confessions. Nous devons y associer aussi, donc là-dedans, le dialogue interreligieux. Donc les musulmans et les autres religions africaines, etc., doivent être intéressés, impliqués dans ces combats. Les Belges disent l'union fait la force. Et si nous nous mettons ensemble, certainement nous réussirons à barrer la route à ces idéologies criminogènes. Alors, quatrièmement, je dis il faut un dialogue avec l'État. Parce que ces mouvements tiennent aussi à abolir l'État, la société l'État. Alors l'État doit s'organiser. Nous avons besoin de chefs africains qui défendent nos valeurs, qui défendent la famille. Alors au niveau de l'Église, enfin, il faut utiliser les armes spirituelles. Ce n'est pas avec des missiles que nous allons reculer ces mouvements qui déferlent sur nous. Et le moyen naturel, spirituel, c'est l'évangélisation, qui comprend l'évangile, l'annonce de l'évangile et aussi notre foi. Une évangélisation en profondeur, donc qui doit vraiment se faire par des personnes qui sont évangélisées, qui sont converties. Une évangélisation charismatique, menée par une église qui recourt à l'Esprit Saint, qui vit une continuelle Pentecôte, une évangélisation inculturée, qui fait recours à nos valeurs culturelles. Nous avons des valeurs qu'il faut mettre maintenant devant tout le monde et les exploiter. Une évangélisation de la famille. Faire de la famille un protagoniste, un acteur actif de l'évangélisation. Donc l'évangélisation des familles par les familles. C'est ce que fait la communauté famille chrétienne que nous applaudissons en passant, parce que c'est formidable.
Et il faut préparer pour tout cela les agents pastoraux, leur donner une formation pour être efficace. En conclusion, je dis ceci, tout simplement. Notre conclusion est inspirée par le cri de détresse qui est aussi un appel à réagir lancé par les évêques du CA lors de leur synode de 1994. Ils ont dit ceci: ne laissez pas bafouer la famille africaine sur sa propre terre. Ne laissez pas bafouer la famille chrétienne sur sa propre terre. Donc, le symposium a initié, notre symposium ici, vient d'initier un débat sur une question qui est vitale et qui nous concerne tous. Nous n'allons pas résoudre ce problème rien que par nos discours académiques. Nous devons déboucher sur les actes concrets dans la société. Il faut que ce symposium bouscule le milieu sociopolitique, bouscule nos familles, bouscule tout le monde, individuellement et collectivement. Je vous remercie.